Moi, je vais partir sur une description de l'état des choses actuelles, une sorte de chronique d'un désastre annoncé et bien prévisible et prévu, malgré tous les démentis assez récents de la part du FMI qui nous présente ça comme une erreur de calcul. Donc, voilà, oui, c'est une blague, voilà. Donc, ces désastres se déploient sur trois niveaux. Économique, ça a été en très grande partie décrit par Benjamin Correa, social et politique. Commençons par le niveau économique, où je vais apporter juste quelques éléments supplémentaires par rapport à ce qu'a dit Benjamin. Donc, nous avons eu une succession des plans de sauvetage jusqu'à maintenant qui ont réussi, après 3 années d'efforts et de sacrifices imposés au peuple grec, d'amputer la Grèce de pas moins qu'un quart de son PIB. Ça, c'est un exploit, hein, il faut le dire. Et en même temps, ils ont bien entendu réussi à creuser les rapports dette produit intérieur brut, qui atteint actuellement les 180%, et selon l'estimation de certains économistes, même les dépasse et atteint les 186 ou 188%, tandis qu'en 2009, c'est-à-dire au début de la crise, avant toute opération de sauvetage, la dette grecque était à 110% du produit intérieur brut. Voilà, c'est une belle opération de désendettement du pays. Hein. Ce que j'appelais, c'était en train d'échouer. Voilà, voilà. Donc, et en même temps, ces cycles récessionnistes qui a été déclenché par l'imposition d'une austérité draconienne n'est pas encore fini et ne va pas être fini à la fin 2014 comme c'était initialement prévu, mais ça va continuer parce qu'il y a un nouvel paquet de mesures qui sont prévues pour 2015-2016 où il nous faudra consentir à des coupes supplémentaires de l'ordre de au moins 6,6 milliards euros, donc avec tout l'effet récessionniste que ça va déclencher. Donc, et on a comme résultat de ça des destructions des pans entiers de l'économie et la fermeture des centaines de milliers de PME et aussi un chômage qui a atteint des chiffres vraiment faramineux, qui atteint des sommets jamais atteint jusqu'à maintenant. La Grèce devient la championne de l'Europe dans ce domaine-là, avec, pour le mois d'octobre 2012, 26,8% de chômage officiel et 57,6% de chômage officiel chez les jeunes. Vous vous rendez compte? Et en plus, jusqu'à la fin de cette année, bien entendu, étant donné que la Grèce continue à être en récession, vu l'état de son économie, il se peut que le chômage, je parle toujours des chiffres officiels, atteigne quelque chose comme 35% des actifs. Et bien entendu, avec ça, qu'est-ce qui va de pair avec ça? C'est une crise humanitaire qui s'installe, car actuellement, un Grec sur 3 est privé des couvertures sociales, donc il n'a aucun accès au système de santé, et en même temps, ceux qui continuent à avoir accès à la sécurité sociale sont très souvent obligés de renoncer aux soins du fait qu'elles sont dans l'incapacité de payer les tickets modérateurs qui sont assez élevés, et en même temps, ils sont aussi dans l'incapacité de rembourser de leur propre poche les médicaments qui ne sont, car les pharmaciens, à force de cumuler les impayés de différentes caisses d'assurance maladie, il n'y a pas une seule, il y a plusieurs en Grèce, donc à force de que les pharmaciens refusent de faire les tiers payants. Donc les gens sont obligés d'avancer leur propre traitement, ce qui est impossible pour une très grande partie de la population. Et en même temps, on a au même moment 20 à 25% augmentation de la fréquentation des hôpitaux publics et
c'est à ce même moment que le budget des hôpitaux publics subissent des coupes extrêmement sévères qui, cumulées à travers les 3 années de la crise, pourraient atteindre les 50% de leur budget, tandis qu'on prévoit actuellement 9 000, pas moins que 9 000 suppressions de postes de médecins dans le secteur public du fait du non-remplacement des départs à la retraite. Donc c'est aussi un peu la même chose aussi en France, mais à un degré un peu, bon, voilà, plus moins sévère, moins important. Et tout cela, alors, serait une erreur de calcul. Là, alors vraiment, pour les FMI, et je pense qu'ils ont construit, ils ont inventé cette histoire, ils ont construit cette histoire d'erreur de calcul sur les multiplicateurs des effets récessionnistes des coupes budgétaires, car il faudrait qu'ils se justifient d'une façon ou d'une autre du fait que toutes les prévisions étaient fausses. Voilà, donc il fallait quand même se justifier d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas du tout une erreur de calcul, c'était complètement prévisible. Après tout, ils avaient appliqué la même type de politique dans des pays qui, en plus, avaient la possibilité de la dévaluation monétaire, car ils avaient leur propre monnaie, donc ils savaient parfaitement quel aurait été l'effet désastreux quand même d'une telle politique sur l'économie, et c'était en toute connaissance de cause que ça a été et que cette politique d'austérité draconienne a été imposée à la Grèce. Et pour moi, la question qui se pose là, et qui s'adresse aussi à Benjamin et à Claude, à vous tous, c'est que Benjamin vient de dire que c'est en train d'échouer et que ça va droit vers le mur, que ça ne peut pas marcher. En effet, ça ne peut pas marcher sur le plan économique. Mais sur un autre plan, c'est en train de réussir. Et c'est ça qui est effrayant. C'est-à-dire, si on considère que nous n'avons pas en face de nous un projet strictement économique, mais un projet qui est un projet de refonte globale de l'ensemble de la société dans le but d'aboutir à la privatisation totale du monde, c'est en train de réussir. Et c'est ça qui est effrayant. Voilà. Donc, est-ce que c'est un projet politique qui est en train d'être introduit en Grèce à travers, soi-disant, des nécessités impérieuses économiques? Moi, je dirais que c'est beaucoup plus un projet politique global qui aboutira à la destruction complète des services publics et qui vise aussi à l'élimination. Et là, je vous renvoie à un article que je trouve assez exceptionnel dans les numéros Lini, justement le devenir grec de l'Europe néolibérale, un article de Dimitris Vergetis qui parle d'un tournant dans la biopolitique vers une politique de la mort et qui dit qu'au fond, cette politique là, entre autres, sa visée, c'est d'éliminer en douce et par des moyens politiquement corrects des populations dites superflues, c'est-à-dire les populations qui sont beaucoup trop coûteuses pour les comptes de la sécurité sociale, pour les comptes sociaux, du fait que ces populations-là, voilà, pour être maintenues en vie, elles ont besoin de soins, des suivis, des traitements coûteux, etc. Donc, toutes les populations vulnérables sont exposées quand même à cette dimension mortifère du néolibéralisme, d'ultralibéralisme actuellement en marche, qui va justement soumettre toute la société au dictat d'une compétitivité à tout prix. Excusez-moi, là, j'ai un peu perdu mes notes.
Donc là, j'y reviens sur une autre dimension, sur l'autre dimension de ces désastres annoncés, et qui est l'incidence politique, justement, de ces différents plans de sauvetage. Et là, comme ça vous a sans doute pas échappé par les informations que vous recevez de temps en temps, il n'y a pas de doute, les procédures démocratiques ne sont pas seulement neutralisées, mais on est devant une suspension de toute procédure démocratique qui pourrait quand même présenter un risque pour ces projets-là, et de la suspension des droits et des libertés, aussi démocratiques traditionnelles. Bref, l'État, en Grèce, la démocratie se trouve à un état de déliquescence, et nous assistons, il faut le dire, à l'instauration d'une forme inédite d'un état d'exception qui transgresse toute règle de droit et tout principe démocratique. Et cette violation du droit est attestée par la tactique toute récente du gouvernement actuel, la tactique des réquisitions des grévistes, c'est-à-dire des mises hors la loi du droit de grève, et ce qui s'est passé, et dans la dernière dizaine de jours, on a eu deux réquisitions des grévistes dans les transports publics, dans les métros d'Athènes, et il y a 2 jours, c'était dans les transports maritimes, et tout ça par l'application, cette escalade répressive qui pénalise l'exercice du droit de grève et des droits syndicaux, c'était fait par l'application d'une loi de la dictature. Hein. Il faut avoir ça en tête. Donc, cette escalade répressive se redouble aussi d'une stratégie d'intimidation par l'exhibition publique de la torture et de la pratique de la torture qui est faite au vu et au su de tous. Car loin d'être occultée, cette pratique de la torture, par la police grecque, ceux qui la subissent, ce sont soit les militants antifascistes, anarchistes, et soit, tout à fait récemment, il y a quelques jours, les 4 jeunes anarchistes, auteurs présumés d'un vol à main armée d'une banque, et qui ont été cagoulés, maintenus à genoux, les mains ligotées et frappés pendant 3 heures. Et leurs photos ont circulé sur Internet. Donc, cette exhibition-là, elle s'inscrit dans une stratégie qui vise à terroriser la population et qui vise aussi, excusez-moi, à quelque sorte à paralyser toute résistance possible, car des résistances il y en a, elles restent encore sur un plan fragmentaire et éparpillé, mais des résistances continuent à avoir un peu partout. Mais, et là-dessus, je voudrais ajouter qu'un représentant de la Commission européenne a été interrogé sur ces cas de torture, et sur les cas, tout particulièrement des 4 anarchistes tabassés violemment pendant 3 heures dans un commissariat de police. Et lorsqu'il a été interrogé là-dessus, il a donné sa langue au chat, et au nom du bien regretté principe de la non-ingérence, il n'a trouvé à dire qu'il s'agit d'une affaire interne et que c'est du ressort quand même du gouvernement grec à régler la question. Donc, en quelque sorte, il donne carte blanche au gouvernement grec, faites le sale boulot, on ne va pas vous dénoncer, on va vous couvrir. Hein. Voilà. Donc, vous voyez un peu les paysages qui se dessinent, c'est-à-dire au moment même où les services publics subissent une sévère cure d'amaigrissement, qui les laisse quasiment à l'agonie,
les mécanismes répressifs sont renforcés, c'est-à-dire on n'est pas face à la disparition de l'État, on est face à l'abdication de certaines activités de l'État et au renforcement d'autres. On a l'atrophie de l'État-providence qui va avec l'hypertrophie de l'État policier. Et en même temps, les systèmes policiers... Pardon? C'est une connerie l'État-providence. Bon, jamais existé. D'accord, bon, c'est une grande question, on va discuter, on en discutera. Voilà. Donc, si vous voulez, et en même temps, les systèmes politiques traditionnels est frappé d'un discrédit irrémédiable, et avec une rupture complète du contrat de représentativité par rapport au peuple, et ça a eu lieu avec la séquestration du vote par les élus qui, une fois élus, justement, s'échinent à impliquer une politique au contre-pied des mandats qu'ils ont reçus, mais aussi par le fait qu'il y a eu tout récemment, enfin le mois de juin, en Grèce, deux élections, enfin une élection le 17 juin, la deuxième, voilà, qui a été faite dans des conditions assez particulières, c'est-à-dire après une campagne internationale d'intimidation du peuple grec pour qu'il ne vote pas Syriza, et sous des conditions de véritable chantage, les couteaux sous la gorge. Donc, mais depuis quelque temps, ça c'était l'état de choses jusqu'à il y a quelques mois. Mais depuis quelques mois, nous avons franchi un seuil supplémentaire dans cette escalade répressive et autoritaire, avec la pure et simple annulation du pouvoir législatif qui, au moins pour la forme toujours, restait entre les mains du Parlement. Car même cet exercice qui restait du fait du Parlement, c'est-à-dire le fait de ratifier dans l'après-coup des décisions prises ailleurs, s'avère un peu risqué. Dans la mesure, dans la mesure où il y aura certaines transfuges, parce que les élus vont se dire quand même que la prochaine fois que je vais me présenter devant ce pauvre peuple, je risque quand même de ne pas de perdre mon siège. Donc même au sein des trois partis du gouvernement, il y a des transfuges, il y a des risques d'avoir des défections pour le vote crucial. Donc, qu'est-ce qu'a inventé le gouvernement grec? Il va passer outre du Parlement en légiférant sur les questions cruciales sous prétexte que ce sont des questions urgentes par des décrets législatifs présidentiels, donc qui vont être ratifiés après des mois par les parlements. Et ça a été le cas pour une question quand même qui n'est pas mineure, qui est la création justement de cette caisse sous séquestre à la Banque de Grèce et à laquelle sont versées directement les tranches d'aide, entre guillemets, à la Grèce, pour justement revenir directement aux créanciers de la Grèce. Donc, et ça a été fait par un décret législatif. C'est pas passé par le Parlement. Hein. Donc, et bien entendu, au sein de la scène, d'une scène politique qui se délite, vous avez l'irruption de l'aube dorée, c'est-à-dire d'une formation nazie, d'une formation carrément national-socialiste, il s'en réclame du national-socialisme, et qui est passé du 0,29% à 7% aux dernières élections, et actuellement fait entre 10 et 15% dans les sondages. Et cette explosion des popularités de l'aube dorée ne saurait s'expliquer uniquement par l'histoire de la Grèce, qui est très chargée, comme vous le savez, des dictatures, des périodes de terreur blanche, des guerres civiles, etc. Certes, l'héritage de ces périodes obscures joue un rôle important et pèse surtout dans l'attitude de la police et de la justice, c'est-à-dire leur tolérance particulière, voire leur connivence à l'endroit des activités criminelles de l'aube dorée, mais cette collusion ne pourrait pas, qui pourrait expliquer par le passé de la Grèce, cette collusion pourrait expliquer, excusez-moi,
par le passé de la Grèce, cette impunité dont jouit l'Aube dorée et aussi le fait qu'elle jouit de la couverture et du soutien de la police qui très souvent agit de concert avec elle en organisant des expéditions anti-immigrés communes, en commun, voilà, ça pourrait être expliqué, cette collision-là pourrait être expliquée par les passés assez chargés de la Grèce, mais cela ne suffit certainement pas d'expliquer ni l'explosion du score, ni la tolérance à l'endroit, une certaine tolérance quand même, à l'endroit des crimes nazis au sein de la société grecque. Et là, moi je trouve qu'il y a l'incidence d'une crise extrêmement violente, et pas seulement sur le niveau économique, mais aussi du fait qu'elle génère une crise de représentativité sans précédent qui joue un rôle très important. Donc, on a les semblants démocratiques qui sont mis à nu, on a le discrédit qui frappe les ex-grands partis, vous vous trouvez avec des gens qui ont la conviction d'être exclus, et ils ont raison d'avoir cette conviction-là, d'être exclus de toute décision qui concerne leur propre vie. Bref, vous avez la mise en place, mais d'une façon publique, et je dirais presque revendiquée, réclamée, de la dépossession en bon et due forme d'un peuple de sa souveraineté, des ultimes restes de sa souveraineté. Vous avez en même temps, chez les gens les plus atteints de la crise, un sentiment d'impuissance rageuse face à la destruction de leur cadre de vie. Et ils ont en même temps la conviction de n'avoir aucun avenir, c'est vrai pour les jeunes, encore plus pour les jeunes que pour les autres. Et tout cela crée un mélange explosif qui conduit les plus déroutés parmi les plus démunis et les plus atteints de la crise, qui les conduit à se tourner vers une formation qui se veut antisystémique et qui se présente comme une forme punitive, censée être capable de casser les règles du jeu par la violence brute. Donc vous avez l'effondrement extrêmement violent d'un monde et la dégradation aussi très brutale des conditions de vie des gens comme les précaires, les chômeurs, les nouveaux chômeurs, les jeunes qui voient qu'ils n'ont aucun avenir, et comme réaction, leur réaction de se tourner et de faire recours à des repères qui considèrent comme forts et rassurants, c'est-à-dire à l'identité nationale, voire nationaliste, voire raciale, et d'essayer d'identifier, de donner un visage aux forces obscures qui opèrent un pillage en bonne et due forme de leur vie, et cette force, et ils trouvent tout proche, tout près d'eux, un visage à cet ennemi invisible dans la figure de l'ennemi intérieur que sont censés incarner les étrangers. Et tout cela surgit sur un terrain qui est bien préparé quand même par les discours xénophobes, voire racistes des gouvernements successifs, et aussi par la pratique raciste et ségrégationniste de ces gouvernements successifs qui, avec l'aide, bien évidemment, de l'Union européenne, sont en train de créer des véritables camps de rétention qui, par certains aspects, sont des camps de concentration pour des étrangers dans le cadre de la politique de la création d'une Europe forteresse qui externalise à sa périphérie justement les problèmes des migrants et des immigrés en créant des véritables zones de non-droit. Voilà. Donc, ainsi, on voit comment ce que Alain Badiou appelle les non-séparateurs, qui sont des opérateurs porteurs de ségrégation, travestissent la lutte des classes en lutte ethnique pour glisser insidieusement vers la lutte des races. Donc, est-ce que j'ai encore un peu de temps? 5 minutes. Donc, ma question c'est que
c'est un constat. C'est au fur et à mesure que la marge de négociation s'amenuise, que cet espace de médiation où s'opèrent les compromis sociaux et où se négocient les consensus sociaux et la paix sociale sont en train de disparaître, cet espace est en train de disparaître, alors il n'y a rien à négocier et on est sur le point de passer d'un régime des démocraties parlementaires plus ou moins consensuel et dont les conflits étaient canalisés dans le cadre d'un bipartisme d'alternance, dans la continuité, pas dans la rupture, bien entendu. Hein. On passe à un autre type de régime qui fait fi des droits et des libertés sociaux, syndicaux, démocratiques, qui instaure aussi un État policier avec un agenda xénophobe, sécuritaire, répressif, au nom du maintien de l'ordre public, et un agenda truffé de tensions et de provocations qui a réussi à introduire en Grèce, pour l'instant, un véritable climat de guerre civile, il faut le dire. Donc, ma question c'est la question que je vous adresse à vous tous, quelle est la véritable nature de ces régimes que j'ai qualifiés d'état d'exception et où les droits sont suspendus par force majeure. Et ce n'est pas la dictature de Pinochet qui a été évoquée par Claude, mais ce n'est certainement pas non plus un régime parlementaire dans sa version européenne occidentale telle qu'on a connue après la guerre en Europe. Car ces régimes parlementaires, tout en étant une forme très appauvrie et même fantomatique des démocraties, préservaient un espace de droits et de libertés qui est en train de disparaître en Grèce. Donc, pour nous, cerner mieux ce qui est en train de se faire, cerner mieux cette mutation politique vers un autre type de régime, cela me semble nécessaire pour que nous puissions avancer. Est-ce qu'il s'agit d'une dictature parlementaire? Est-ce qu'il s'agit d'un État autoritaire policier? Il nous faudrait savoir justement qu'est-ce qu'on a en face de nous pour mieux ajuster notre contre-offensive. Et en tout cas, ce qui ressort de tout cela, qui est sûr, c'est qu'on a en Grèce, on constate la disparition de cet état de négociation, des manœuvres gérées par ce qu'on appelait jadis les partenaires sociaux. Donc, avec la disparition de cet état, de cet espace-là, nous avons la constatation d'une certaine incompatibilité de la démocratie, même dans sa forme très appauvrie, la forme parlementaire, avec les exigences de l'ultralibéralisme. Donc, pardon? Oui, c'est juste encore, très peu. Hein, j'ai des choses à ajouter. Donc, la démocratie, il faut qu'elle subisse une mise violente et brutale pour la rendre, selon les dires de Mme Merkel, compatible au marché. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que l'enjeu démocratique est un enjeu central, et je dirais même d'une certaine portée subversive. Et je vais dire par là que pour instaurer un véritable espace démocratique de droits et de libertés, où la souveraineté populaire et l'autodétermination seraient vraiment en œuvre, il nous faudrait très probablement un changement de paradigme. C'est-à-dire, il nous faudrait probablement sortir du cadre du capitalisme. Car une démocratie qui ne s'épuise pas à des semblants de pur exercice formel du droit de vote et qui se fonde sur l'égale liberté, les droits pour tous, elle se doit de promouvoir quand même le partage et la défense des biens communs. Donc il nous faudrait repasser par les redéfinitions de la notion du commun sur la base, du principe à chacun selon ses besoins, sur la base du principe de la justice,
c'est-à-dire peut-être ouvrir la voie vers je vais oser le mot, un communisme non étatique sans abolition généralisée de la propriété privée. Et si vous permettez, je vais juste, pour finir, vous lire un peu les derniers mots de mon article là-dedans. Notre avenir sera une forme inédite du partage du commun ou ne sera pas. Le seul réalisme possible aujourd'hui est celui qui ne fait pas l'impasse sur l'impossible. Merci. Voilà. Merci.